De retour dans votre émission à la bonne heure et comme tous les mercredis, vous l'attendez avec impatience, c'est Bertrand qui est là, notre ami Bertrand. Bonjour Katia. Comment ça va Bertrand? Ça va super bien. Alors ce soir, de quoi est-ce que tu vas nous parler? Parce qu'il y a plein de petites plantes là sur la table. Oui, alors ce soir, nous allons développer le sujet des bisannuelles. Voilà, c'est-à-dire que les bisannuelles, ce sont des plantes qui ont un cycle végétatif qui est à cheval sur 2 années calendrier et qu'on met au jardin en ce moment pour avoir des fleurs au printemps et on va même en avoir un petit peu pendant l'hiver. Mais avant ça, comme dans chaque émission, on envoie le petit sujet sur la plante extraordinaire et aujourd'hui je te propose de soigner tes verrues. Voilà, si t'as des verrues. Bon, on va dire que c'est moi, j'ai une petite verrue. Voilà, donc on peut envoyer le sujet, on va découvrir la chélidoine. Donc là, nous sommes devant la chélidoine. Alors, il y a beaucoup à dire sur cette plante, notamment que son nom latin, c'est Chelidonium, qui vient de Chélidon, du grec, qui veut dire hirondelle. Alors pourquoi? Parce que Dioscoride, qui était un botaniste du 1er siècle, a eu à baptiser cette plante. Il s'est aperçu que la plante fleurissait quand l'hirondelle arrivait et fanait quand l'hirondelle partait. Il l'a donc appelé Chelidonium, du grec Chélidon, voilà, qui veut dire hirondelle. Alors, on a beaucoup de chance aujourd'hui puisque nous avons les fleurs et les fruits sur la même plante. Alors la fleur, déjà, il suffit de dire qu'elle appartient à la famille des papaveracées, c'est-à-dire qu'elle est cousine du pavot, du méconopsis et des coquelicots. Au niveau des fruits, eh bien, il vous suffit, pour avoir des chélidoines chez vous, eh bien, de stocker ces petits haricots dans lesquels il y a une petite graine noire, et puis au printemps de les semer très simplement dans la terre, ou vous pouvez même le faire maintenant en fin d'été, il n'y a pas de problème, c'est une plante qui est réellement sauvage. Alors, au niveau de ses pouvoirs médicinaux, on l'appelle aussi l'herbe aux verrues. Alors, je vais vous faire voir, voilà, cette petite sève orange qui coule du bout de la tige. Eh bien, il suffit de la déposer sur les verrues 2 fois par jour pendant 8 jours pour se débarrasser des verrues. Voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle l'herbe aux verrues. Alors Bertrand, moi j'ai quand même envie de te demander, est-ce que c'est réellement efficace parce que c'est des remèdes de grand-mère ça? Oui, mais alors c'est comme l'azote du médecin. Est-ce que l'azote du médecin est efficace? Une fois sur 2, elle l'est pas. Là, c'est pareil. Oui, une fois sur 2, la chélidoine ne l'est pas. Ça marche surtout, c'est psychologique aussi un peu, un petit effet placebo. Donc voilà, mais il y a des personnes qui ont réussi à se débarrasser des verrues. Avec cette... En tout cas, ça peut pas faire du mal. Non, nullement. Ça, au moins on est tranquille. Bon, on revient à nos petites plantes là, toutes mignonnes qui sont devant toi, Bertrand. Oui, les bisannuelles. Les bisannuelles, oui. Pourquoi? Parce que tu vas comprendre, c'est très facile à comprendre. Les plantes en fait ont 3 cycles différents. Tu as les plantes annuelles qui ne vont vivre qu'1 an. Donc on les sème au printemps, elles fleurissent en été et elles meurent. On peut citer par exemple le pétunia que tout le monde connaît. Il y a les plantes vivaces. Là, on va avoir des plantes qui vont vivre plusieurs années. Et nous avons les plantes bisannuelles, c'est-à-dire que tu vas les semer pendant l'été, tu les mets en place à l'automne et elles fleurissent au printemps. Donc elles passent l'hiver, donc elles passent une année calendrier, ce qui fait qu'on les appelle bisannuelles parce qu'elles vont vivre sur 2 ans. Alors pourquoi elles sont déjà fleuries celles-ci? Parce que elles sont préparées, non, pas du tout, non. Mais elles sont préparées évidemment chez les producteurs en tunnel. Donc elles ont l'éclairage suffisant. Elles ont été semées tout début du mois de juillet, donc elles sont déjà très belles. Et puis c'est bien parce que ça permet quand même, quand on a de la fleur comme ça, de voir un peu les couleurs au niveau du jardin quand on achète. On aime bien connaître un petit peu ce qu'on met, donc on peut voir déjà les couleurs de plantes. Alors on va commencer par les primes verts. Je vais la soulever un petit peu pour le caméraman et la déplacer, voilà. Les primes verts. Alors, la prime vert qui est très connue, son nom latin c'est primula qui veut dire première, tout simplement parce elle fait partie des premières plantes à fleurir au printemps. Alors, tu connais les coucous qu'il y a en sous-bois. Coucou. Voilà, c'est ça. Et ben le coucou est tout simplement une prime vert. Et alors dans les observations que les botanistes ont fait, c'est que la prime vert en fait quand elle est dans la vallée, elle est jaune. Et plus tu montes en altitude, plus elle devient rouge. C'est-à-dire que en moyenne altitude, elle devient rose, et en pleine altitude, tu trouves des primes verts rouges. Donc la couleur change au fur et à mesure de l'altitude. Elle a plus d'oxygène, donc c'est ça, ouais. Ouais. Voilà. Donc quoi dire d'autre sur la prime vert? Eh bien, les Anglais en font du thé de prime vert. Nous, on connaît très peu ce genre de choses, mais pratiquement tu peux tout consommer sur une prime vert. Donc eux font infuser les fleurs. Ils mélangent ça avec du citron, du miel et du sucre, et puis ils en font un petit thé qu'ils boivent à 4 heures. Voilà, ils appellent ça du thé de prime vert. C'est une recette que peut-être nos restaurateurs vont apprécier. Ils vont peut-être cuisiner le prime vert après, on ne sait pas. Ah oui, ils connaissent bien. Les restaurateurs connaissent très bien les plantes et bien souvent ils en mettent dans les coins de l'assiette. Voilà. Alors quoi dire d'autre? Les feuilles, quand elles sont très fraîches, tu vois, comme celle-ci là, les toutes petites feuilles peuvent être consommées en salade.
C'est-à-dire que tu vas absolument pas t'empoisonner. Alors, c'est un goût qui est pas terrible, donc c'est pour ça qu'on l'utilise peu, mais tu pourrais consommer les petites feuilles de prime vert sans problème. Et puis surtout, au niveau des racines, alors les racines sont prélevées, elles sont hachées, elles sont séchées, et ils aromatisent le vin et la bière avec. Il y a des Belges notamment qui vendent de la bière aromatisée, alors avec un goût de miel, eh bien c'est tout simplement aromatisé avec les racines de prime vert. Donc tu vois que déjà, juste une petite plante comme ça, il y a beaucoup à dire, quoi. Alors ensuite, dans les bisannuels, on a bien évidemment la pâquerette, Oh, ça c'est mignon, la Bellis pérennis, alors qui est très jolie, qui fait des petits pompons. Alors la pâquerette qui appartient à la famille des composés. Quoi dire sur la pâquerette? Alors une chose très intéressante au niveau des observations, il y a bien évidemment la pâquerette sauvage qui est la première plante à s'installer sur les champs de bataille. Donc, dans la théorie des signatures, ils ont pensé que cette plante était vulnéraire, c'est-à-dire qu'elle pouvait soigner les blessures parce qu'elle poussait en fait sur le sang. Sur le sang humain. Et ça s'est avéré vrai, c'est-à-dire que en plante médicinale, on utilise la pâquerette pour soigner les blessures. Voilà, donc il y a quelques théories des signatures comme ça qui se sont avérées vraies par la suite, quoi. Quoi dire d'autre sur la pâquerette? Bien sûr, c'est une bisannuelle, ça on le sait. Alors, dans les massifs, on va plutôt la mettre au bord. Parce que tu sais que faut toujours bien songer. En ce moment, on va acheter plusieurs plantes bisannuelles, mais elles vont chacun prendre un volume différent. Et la pâquerette vient au bord parce qu'elle va pas pousser beaucoup, elle va pas devenir très grosse. Ah d'accord, oui, elle pousse pas beaucoup. Je pensais justement elle poussait plus que les autres. Non. Alors là, on a la giroflée. Alors la giroflée, tout le monde connaît, tout le monde connaît la ravenelle. Qui pousse un petit peu partout en Normandie. Oui, bien sûr, Bertrand, bien sûr. On ne connaît que ça. Voilà, donc c'est une brassicacée, donc c'est une plante qui appartient à la famille du chou, et donc on peut aussi dire crucifère. Pourquoi? Parce que dans la fleur, quand tu regardes bien la fleur d'une giroflée, tu aperçois une croix, d'où crucifix, d'où la famille des crucifères. Donc quoi dire d'autre sur cette plante? C'est que elle, on l'achète comme une plante bisannuelle, mais franchement, on va pouvoir la garder plusieurs années au jardin. C'est-à-dire qu'après, ça s'installe bien et ça vit très bien, par exemple au pied des murs ou dans les rocailles. C'est une plante qui va vivre plusieurs années, qui va se ressemer. C'est-à-dire que en fin de cycle, quand les fleurs ont fané, elle te laisse quelques graines qui tombent au sol et puis qui arrivent à germer par la suite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, je vais la chercher là. Voilà, on a le myosotis. Ah, c'est les petites fleurs, les bleues, fleurs blanches, roses, c'est super. Voilà. C'est très mignon ça. Et donc le nom français du myosotis, eh bien c'est ne m'oublie pas. Pourquoi? Parce que la légende nous dit qu'il y avait un chevalier en armure. Alors tu sais qu'à l'époque les armures pesaient 40, 50 kilos. Donc il tenait le pont. Et puis au bout d'un moment, bien évidemment, ses adversaires l'ont poussé du pont. Il est tombé dans l'eau. Donc là, à ce moment-là, il était condamné. Et donc en s'accrochant à la berge, il a attrapé du myosotis aquatique. Il l'a jeté à sa fiancée en lui disant ne m'oublie pas, quoi. Donc depuis, le myosotis s'appelle aussi ne m'oublie pas. Oh, voilà. C'est mignon. Moi j'aime bien quand vous nous racontez des petites histoires comme ça. C'est super. Et donc on pourra un jour, si on veut, faire toute une histoire, par exemple, sur l'amour autour des plantes ou des fleurs. Oui. Il y a tout un tas de légendes qui courent autour des plantes. Le langage de l'amour. Voilà, on pourra faire ça à la Saint-Valentin si on veut. Génial, très bien, super idée. Bingo, c'est vendu. Alors le myosotis, tu vois, regarde, là en ce moment il fait quoi? Il fait 10-12 cm, mais il faut bien savoir que c'est une plante qui va monter à 30 cm. Donc dans les massifs, on va la mettre plutôt au fond. Ou alors, si le massif n'a pas de mur, n'est pas accoudé à un mur, on va le mettre plutôt au milieu du massif. T'as mangé les fleurs là? Elles sont où? Non, mais elles arrivent un petit peu plus tard. Oui, elles arrivent un petit peu plus tard. Alors maintenant, on va parler un petit peu de la préparation du sol, parce que c'est vrai qu'en ce moment on plante les bisannuels, mais il faut bien évidemment préparer le sol. Donc bien souvent, on bêche la terre, ou là on passe un petit coup de motobineuse dans la terre. Ensuite, on la griffe pour légaliser. Et puis il y a une petite combine, alors qui paraît assez compliquée, mais qui est géniale à connaître et à noter dans un coin sur un petit post-it. C'est de savoir évidemment combien on va acheter de plantes par rapport à la surface de ton terrain. Parce que chez toi, tu as préparé ton terrain. Tu dis maintenant, je vais aller en jardinerie acheter mes plantes, mais combien il m'en faut? Alors les gens se grattent la tête, se disent, est-ce que je mets tous les 30? Alors il y a une combine très simple. Tu prends par exemple un écartement, alors nous on appelle ça, les jardiniers on appelle ça une densité. Tu prends un écartement de 20 cm, donc tu remets en mètres évidemment, ça fait 0,20. Donc tu fais 0,20 que multiplie 0,20. Jusque là tout va bien. Donc tu obtiens 0,04. Et ensuite tu prends 1 et tu le divises par le chiffre que tu as trouvé. Tu vas obtenir 25, tu mettras 25 plantes au mètre carré. Voilà, c'est comme ça que les jardiniers font pour savoir exactement chez un client combien ils doivent mettre de plantes au mètre carré, puis après tu multiplies par la surface que tu as chez toi. Voilà, c'est assez simple. Sur votre site internet, Bertrand, on peut trouver toutes ces informations, si on n'a pas tout bien compris. Oui, voilà. Alors sinon, une dernière petite chose au sujet des bisannuels, et on va les placer. Donc le myosotis, bien évidemment, on va le mettre en fond de massif. Les giroflées, on va les mettre en milieu de massif. Les pâquerettes et les primes verts, on va les mettre
pratiquement au dernier rang. Et puis sur le bord, regarde, on va pouvoir mettre les petites violettes. Oh, alors la beau, violette, ça. regarde, c'est une des plus jolies fleurs Elles ont qui existent. Elles ont deux couleurs en plus. Voilà, moi je dis violette, normalement c'est de la pensée, parce qu'en fait la violette c'est une plante sauvage qui est plutôt odorante et qui fait des stolons. Et puis ensuite on a amélioré cette plante pour en faire des pensées qui font aussi partie des plantes bisannuelles, voilà, qui sont très odorantes, qui sont très très jolies. Bon, et bien maintenant, chers téléspectateurs, vous savez absolument tout sur les plantes bisannuelles. Bertrand, j'ai une question d'un téléspectateur. Alors je vous rappelle que si vous souhaitez poser vos questions à Bertrand, vous n'hésitez pas, vous allez sur le site internet de Citizen et vous posez votre question. Alors là, c'est Laurie de Pondouilly qui a un bonsaï. Alors mon bonsaï de type faux poivrier du Japon est criblé de pucerons, noir et vert. Je savais même pas qu'il y avait deux couleurs de pucerons. Là c'est précis, il y a même plus que ça, hein. Il y a du cendré, il y a du gris. Oh ben n'en rajoute pas. Hein. Alors donc Laurie les a déjà traités 3 fois en 15 jours avec un anti-puceron acheté en jardinerie. Mais alors vraiment là, elle ne sait plus quoi faire et elle dit est-ce que vous pouvez m'aider s'il vous plaît Bertrand, je vous remercie. Oui. Help. Alors il y a bien mieux à faire que d'acheter des produits pour les pucerons. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un puceron qui tombe au sol ne remonte jamais. Donc il suffit des fois très simplement de faire de l'eau sous pression avec un jet d'eau et de gicler les petites colonies de pucerons. On sait qu'une fois que le puceron est tombé, il est condamné. Donc là, déjà, on n'a pas utilisé de produit. Mais sinon, si elle veut vraiment traiter sa plante, eh bien, elle prend une lessiveuse ou une espèce de gamelle, comme elle veut, ce qu'elle a, si elle a une lessiveuse. Et qu'est-ce que t'appelles une lessiveuse? Une lessiveuse, bah non, c'est c'est une petite bassine dans laquelle on faisait la lessive dans le temps. On en voit encore beaucoup, il y en a dans les jardins. Ah ouais, t'es resté, d'accord. Une bassine, je vais dire quoi. une cocotte minute. Alors, on va dire une cocotte minute. Et tu fais monter ton eau à 40 degrés. Et tu trempes la plante pendant 5 minutes seulement dans une eau à 40 degrés. Tu te débarrasses complètement de tous les insectes sans abîmer la plante. Alors faut pas dépasser ce délai, bien évidemment. Voilà. Ah ouais, tu trempes carrément la plante oui. dans de l'eau à 40 degrés. Il y a beaucoup de personnes qui ont des vérandas ou qui ont des petites orangeries et qui rentrent leurs plantes quand les froids arrivent. Et donc ils font ça, c'est-à-dire qu'ils ont des stérilisateurs où ils montent l'eau à 40 degrés, ils mettent leurs plantes pendant 5 minutes dedans avant de les rentrer. Tout simplement, ça te débarrasse de tous les parasites. D'accord. Une autre petite question, Bertrand. Donc c'est un monsieur qui a une serre où il cultive des tomates de variétés différentes dans un sol sableux. Et depuis 2 ans, la partie supérieure de toutes ces tomates mûres est verte et dure. Des ramifications vertes suivent les cloisons des fruits. Elles sont régulièrement arrosées et nourries avec un engrais biologique. Que dois-je faire pour éviter cette anomalie l'an prochain? Oui, alors c'est une nécrose apicale. En fait, on appelle ça la maladie du cul noir. C'est plus simple en normand. D'accord. Voilà. Donc, en fait, c'est un manque de calcium dans le sol. Donc, faut qu'il trouve un engrais riche en calcium, ou alors qu'il utilise. Il y a un produit en ce moment qui est carrément un produit miracle, qui est le Mega Green. C'est une poudre de calcite qui a été nanonisée, et c'est une poudre qui au départ a été utilisée pour essayer de sauver les forêts autrichiennes après le passage des pluies acides. Les forêts autrichiennes et allemandes ont été atteintes et donc il y a beaucoup de feuilles qui sont tombées alors qu'on était au printemps. Et donc les chercheurs ont trouvé ce Mega Green, cette poudre de calcite, ils l'ont injecté, ils ont sauvé des arbres comme ça. Et donc les biologistes se sont dit mais pourquoi pas utiliser ce produit pour l'utilisateur lambda. Donc ça s'appelle du Mega Green. Maintenant c'est un produit qu'on vaporise, mais ça te fait rentrer le calcium directement par les tissus de la plante. Donc tu l'arroses moins puisque le calcium est déjà là. Et en rendement sur les légumes, ils annoncent 30% de plus. Donc c'est très intéressant et évidemment ça favorise tout ce qui va être immunité sur les plantes. Vous êtes tu es une vraie encyclopédie, Bertrand. C'est un bonheur de t'avoir sur le plateau d'À la bonne heure. Vraiment, un bonheur. Bon, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Salut, Katia. Un mercredi. N'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Bertrand, le site internet de Citizen Télé. Je vous souhaite une très agréable soirée et je vous donne rendez-vous demain à 18h30. Ciao.